Mes parents m'ont ignoré pendant des années. Lors du dîner de Noël, j'ai dit, le plus normalement du monde, j'ai vendu mon entreprise. Ton petit business sans valeur? Pour combien, Harry mon frère? Moi? 170 millions de dollars. Sa mâchoire s'est décrochée, et maman a pâli. Je m'appelle Chloé Carter. J'ai 28 ans, et ma famille m'a toujours traité comme un vulgaire bruit de fond. Du plus loin que je me souvienne. Pour eux, j'étais la fille responsable, celle qui s'en sortirait quoi qu'il arrive. Ce qui signifiait en réalité qu'ils n'avaient jamais besoin de faire attention à moi. Ils gardaient toute leur attention, toute leur louange. Et tous les discours du genre, nous sommes si fiers de toi, pour mon frère aîné. Et pour sa vie brillante et grandiose. J'avais droit, de temps en temps, c'est bien, ma chérie, lancé par-dessus l'épaule. Pendant qu'il rafraîchissait la discussion de groupe, juste pour voir sa dernière victoire. Ce Noël était censé, une fois de plus, tourner autour de lui. Ma mère appelait ça, une petite fête pour la grosse promotion de ton frère. Comme si je n'étais là que pour faire de la figuration à sa soirée. Il n'avait aucune idée que, quelques semaines plus tôt, j'avais viré plus d'argent sur mon compte bancaire que toute ma famille réunie n'en avait jamais vu de sa vie. Il n'avait aucune idée que mon petit projet personnel, celui pour lequel il levait les yeux au ciel, celui qu'il qualifiait de distraction m'éloignant d'une vraie carrière, s'était transformé en une entreprise que quelqu'un avait rachetée pour 170 millions de dollars. Je me suis assise à cette table, fixant le jambon tranché et les assiettes de fête dépareillées. En les écoutant faire ses louanges, comme toujours. Tout en ressentant cette vieille brûlure familière dans ma poitrine. Puis, mon frère a fait le commentaire sarcastique de trop, sur ma petite vie d'infirmière. Et sur mon mignon petit business. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai dit, avec autant de désinvolture que possible. J'ai vendu mon entreprise. Il a eu un sourire en coin, et a demandé, ton petit business sans valeur. Pour combien? J'ai répondu, 170 millions de dollars. Sa mâchoire s'est littéralement décrochée. Ma mère est devenue toute pâle. La fourchette de mon père a glissé de sa main, et a cliqueté contre l'assiette. Ce qui s'est passé ensuite a changé notre famille pour toujours. Et pas de cette manière chaleureuse, digne d'un film de Noël, qu'ils aiment tant s'imaginer. Avant que je ne vous dise ce que mon frère a répondu. Et ce que j'ai fait après m'être levé de cette table, rendez-moi un service. Laissez un commentaire pour me dire quelle heure il est chez vous en ce moment. Et d'où vous regardez cette vidéo. J'adore voir jusqu'où ces histoires de famille chaotiques peuvent voyager. Grandir en tant que Chloé Carter, c'était apprendre très tôt que l'amour, dans ma maison, fonctionnait avec un système de classement, et que je n'étais jamais à la première place. J'étais l'enfant qui ramenait à la maison des rubans de concours scientifiques. Et des 20-20 en biologie. Mon grand frère, lui, était celui qui marquait des touchdowns décisifs. Et dont le nom était annoncé dans les haut-parleurs. Devinez lequel de nous deux mes parents ont encadré sur le mur? Ils disaient de moi que je ne demandais pas d'entretien, comme si c'était un compliment. Chloé n'a pas besoin qu'on en fasse tout un plat, disait ma mère. En réajustant la cravate de mon frère pour la 3e fois. Juste avant ces cérémonies de remise de prix. Quand j'ai été accepté dans un programme d'infirmière très sélectif, avec une bourse. Mon père a dit, c'est super, ma chérie. Les infirmières, c'est utile. Puis il s'est immédiatement tourné vers mon frère Ryan. Pour lui demander comment se passaient ses études de commerce. Comme si ma vie n'était qu'un échauffement, avant le vrai spectacle. L'ironie dans tout ça, c'est que le fait d'être ignoré m'a rendu redoutable. Pendant qu'ils étaient scotchés à la compilation des exploits de Ryan. J'apprenais à lire des électrocardiogrammes, à poser des perfusions, et à penser clairement. Alors que quelqu'un faisait un arrêt cardiaque devant moi. J'ai pris un poste d'infirmière de nuit aux urgences, dès ma sortie de l'école. Et ce que personne, dans ma famille, ne comprenait, c'était la quantité de chaos que je gérais. Chaque nuit sans exception. Nous stabilisions des victimes d'accidents de voiture, des patients victimes d'AVC. Et des cas d'overdose.
Je prenais des décisions, à 3 heures du matin. Qui faisait la différence entre quelqu'un qui se réveillait, ou qui ne se réveillait plus jamais? Et, dans les moments de creux, entre les urgences vitales et la paperasse. Quand les autres infirmières faisaient défiler l'écran de leur téléphone, je griffonnais une idée. Au dos d'un brouillon. Je voyais sans cesse les mêmes problèmes se répéter, une gestion du personnel chaotique. Des transmissions ratées, et des retards dangereux. Parce que personne n'avait une idée claire de qui était où, ni de ce qui se passait. Alors, avec l'aide d'une amie programmeuse rencontrée à l'école, Maya Lopez, j'ai commencé à construire une plateforme que nous avons appelée PulseLink. Un système de coordination en temps réel, dédié aux services d'urgence. Au début, ce n'était qu'un prototype grossier. Je rentrais chez moi en traînant les pieds, à 7 heures du matin, je prenais une douche. Je m'effondrais pendant quelques heures, puis je me réveillais, j'avalais un café. Et j'enchaînais les appels avec Maya. Nous corrigions des bugs, pendant que mes voisins préparaient leur dîner. Ensuite, je retournais à l'hôpital, pour un nouveau service de 12 heures. Ma famille connaissait exactement 1% de tout cela. Pour eux, je travaillais toujours de nuit, ce qui se traduisait, dans la tête de ma mère, par « Elle ne fait toujours rien qui vaille la peine d'être publié sur Facebook ». En revanche, il connaissait le moindre détail de la vie de Ryan. Il est devenu analyste financier, puis futur associé dans son cabinet. Et enfin l'heureux propriétaire d'un appartement, que nos parents l'ont aidé à payer. Ils ont pioché dans une partie de leur retraite, pour l'aider à payer son apport. Et ils appelaient ça, soutenir son avenir. Quand j'ai demandé s'il pouvait se porter garant pour une petite ligne de crédit. Afin que Maya et moi puissions quitter nos seconds emplois et nous concentrer sur PulseLink. Mon père a ri et a dit, « Ma chérie, les applications, c'est une mode. Sois réaliste. Infirmière? C'est ta roue de secours. N'oublie pas. Ne risque pas ça pour un quelconque fantasme technologique. C'est amusant de voir comment mon travail stable, qui sauvait des vies, n'était qu'une roue de secours quand il s'agissait de moi. Mais les tableaux Excel de Ryan, eux, étaient visionnaires. La nuit où tout a basculé, j'étais en pause dans la salle de repos du personnel. À moitié endormi sur une chaise en plastique, avec mon téléphone face contre mes genoux. Quand je l'ai enfin regardé, j'avais 3 appels en absence d'un numéro inconnu, et un de Maya. Plus un texto en majuscule, réponds à TON téléphone. On l'a fait. Je suis entré dans le placard à fournitures, le cœur battant à tout rompre, et je l'ai rappelé. Elle pleurait, et riait en même temps. Le conseil d'administration de l'hôpital, à qui nous faisions des présentations depuis des mois, avait enfin accepté de déployer PulseLink comme projet pilote. Et une entreprise de logiciels médicaux, avec qui nous discutions à San Francisco, voulait nous racheter purement et simplement. Le chiffre qu'ils ont mentionné m'a coupé les jambes. Ça ne semblait pas réel. J'ai terminé mon service dans un état de transe. Puis j'ai passé la semaine suivante à jongler entre les appels pour le contrat, les accords de confidentialité, et les avocats, tout en triant les patients. Pendant que mes parents m'envoyaient un tract pour la fête de promotion de Ryan au cabinet et littéralement une invitation numérique sur le groupe familial. Avec un emoji champagne et les mots, tellement fier de toi, Ryan. J'étais dans une salle de conférence vitrée, en centre-ville, en train de céder une entreprise que j'avais bâtie à coups de boissons énergisantes. Et de pure obstination. Quand le virement est enfin arrivé, 170 millions de dollars, moins les frais d'avocat, les impôts, et la part des investisseurs, il me restait toujours plus d'argent que je ne saurais jamais quoi en faire. J'ai fixé mon application bancaire, comme si elle allait bugger et disparaître. J'ai pleuré dans ma voiture, puis je suis allé travailler ce soir-là, comme si de rien n'était. Parce que des gens avaient toujours besoin qu'on vérifie leurs constantes. Et qu'on leur donne leurs médicaments. Je ne l'ai pas dit à mes parents. Non pas parce que je voulais le cacher, mais parce que je savais exactement ce qui se passerait. Si je le faisais, ils minimiseraient la chose, la comprendraient de travers. Ou transformeraient ça en une histoire expliquant qu'ils avaient toujours su que je ferais de grandes choses. Et ce, même s'ils ne m'avaient jamais posé une seule vraie question.
Quand ma mère a appelé, une semaine avant Noël, et a dit, nous organisons un dîner spécial. Cette année, pour la promotion de ton frère. Tu pourras venir, n'est-ce pas? J'ai failli rire. Elle n'a pas dit, pour la famille, ou, pour les fêtes. Elle a dit, pour ton frère. Et c'est à ce moment-là que l'idée a vraiment pris forme. Je n'allais pas me pointer en vêtements de marque. Ni lâcher des indices comme si je mendiais de l'attention. J'allais m'asseoir à cette table, les écouter parler de lui comme s'il marchait sur l'eau, et quand il lancerait l'une de ses piques habituelles sur ma petite vie d'infirmière, je lâcherais le chiffre qui ferait voler leur réalité en éclats. Pas pour être mesquine, bon, d'accord, peut-être un peu mesquine. Mais surtout parce que j'étais fatigué d'être effacé de l'histoire de ma propre famille. Le jour de Noël, j'ai garé ma bonne vieille Honda cabossée sur le trottoir, devant la maison de mes parents. Et rien que ça, c'était parfait pour mon plan. Pas de voiture tapa accent grave-l'œil, pas de sac à main de luxe, rien qui ne crie « multimillionnaire ». Juste moi, dans un jean noir, un pull vert tout doux, et le même manteau d'hiver que j'avais depuis l'école d'infirmière. La maison était exactement la même qu'à chaque fête. Des guirlandes lumineuses emmêlées le long des gouttières. Un renne en plastique penchant légèrement d'un côté, et une couronne sur la porte. Avec un nœud rouge délavé. À l'intérieur, je pouvais déjà entendre le rire de ma mère par-dessus la musique. Et la voix grave de mon père, résonnant à propos de je ne sais quoi. J'ai pressé mon pouce contre le métal froid de la poignée. Et je me suis forcé à inspirer lentement. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de marcher sur le même champ de bataille où j'avais grandi, et de refuser de jouer le même rôle. Chloé. Enfin, ma mère, Linda, m'a fondu dessus en premier, sentant la cannelle et le parfum. Elle m'a fait un câlin rapide, puis a reculé pour lisser mes cheveux, comme si j'avais 8 ans. Tu as l'air fatigué. Tu fais toujours ces gardes de nuit insensées? Je n'arrête pas de te dire. Ma chérie. Que tu devrais trouver quelque chose de plus calme. Tu ne veux quand même pas faire un burn-out avant tes 30 ans. Contente de te voir aussi, maman, ai-je dit, en retirant mes bottes. Oui, toujours de nuit. Il faut bien que quelqu'un maintienne les gens en vie. Pendant que vous dormez. Elle a clapé de la langue, comme si j'avais fait une blague dramatique. Et s'est détournée avant même que j'aie fini de parler. Ton frère est déjà là, m'a-t-elle lancé par-dessus son épaule. Il a apporté ce vin artisanal. Tellement attentionné de sa part. On va l'ouvrir pendant le dîner. Je l'ai suivi dans le salon, et, bien sûr, Ryan Carter se tenait au beau milieu de la pièce. Comme s'il était le maître des lieux. Coiffure parfaite, montre hors de prix, chemise de ville cintrée et retroussée aux manches. Il était en plein milieu d'une histoire, un récit sur son patron le prenant à part dans le couloir. Pour discuter de grands projets d'avenir. Mon père, Paul, était assis dans son fauteuil inclinable, buvant chacune de ses paroles. Clos. Ryan m'a enfin remarqué, et a souri, s'approchant avec son verre à la main. Tu as pu venir. Je sais que les nuits peuvent être dures. Ils t'ont enfin laissé sortir du donjon. De l'hôpital? On n'enchaîne plus vraiment les patients au mur, de nos jours, mais oui. Ils m'ont laissé sortir, ai-je répondu sèchement. Il a ri, l'air de penser qu'il était charmant. Comment va-le? C'était quoi déjà? Le truc de données avec lequel tu bricolais? Cette application. J'ai été bien occupé, ai-je dit, en gardant un visage neutre. On a eu beaucoup de choses à gérer. Eh bien, ne laisse pas ça te distraire de ton vrai travail, est intervenu mon père. En faisant un geste vague de la main. Infirmière, c'est un métier solide. Pratique. Et tu as toujours été notre enfant pratique. Pas vrai? Celle pour qui on n'a pas besoin de s'inquiéter. Ryan a beaucoup de pression sur les épaules. Avec ce cabinet. Ouais, a ajouté Ryan, en faisant teinter légèrement son verre contre celui de papa. Gros enjeu, gros billet. Ils ont littéralement prononcé les mots au futur associé. Devant toute l'équipe. Ma mère a joint les mains sur sa poitrine.
Nous sommes tellement fiers de toi, mon chéri. Ce soir, il n'est question que de te célébrer. Toi. Je me tenais là, invisible, comme je l'avais été toute ma vie. C'était reparti. On n'a pas besoin de s'inquiéter pour toi. Ça sonnait bien, mais ce que ça voulait vraiment dire, c'était « on ne pense pas à toi ». Je suis allé dans la cuisine pour aider, non pas parce que j'en avais envie, mais parce que ça donnait à mes mains autre chose à faire que de trembler. Pendant que je coupais les légumes, et que je remuais les sauces. Le rythme familier de la cuisine de fête a agi comme un métronome, pour me calmer. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un texto de Maya. Ça va? N'oublie pas que ce ne sont pas eux qui décident de ta valeur. C'est toi. J'ai souri, malgré moi, et j'ai répondu que le spectacle commence, bientôt. Quand nous nous sommes enfin assis à la table à manger, le plan de table disait tout. Ryan était en plein milieu, d'un côté, flanqué de mes parents. Comme s'il était l'invité d'honneur d'un gala. Il m'avait placé à l'autre bout, près du buffet, à portée de main pour faire passer les plats. Et ramener les assiettes à l'évier. Une serveuse intégrée. Un grand classique. Pendant qu'il commençait à servir le vin, mon père a levé son verre. À Ryan, a-t-il dit, les yeux brillants. À sa promotion, à son travail acharné. Et à tout ce qu'il va accomplir. Nous ne pourrions pas être plus fiers. À Ryan, a fait en écho ma mère. Notre étoile. J'ai levé mon verre, moi aussi. En partie parce qu'il aurait été bizarre de ne pas le faire. En partie parce que je voulais les bercer dans leur scénario habituel. Ryan m'a regardé avec un sourire narquois, en prenant une gorgée. Un petit soulèvement de lèvres, suffisant. Qui montrait qu'il savait exactement quelle était sa place, dans la chaîne alimentaire familiale. Alors, Chloé, a-t-il dit, en se penchant en arrière. Comme un animateur de talk show jetant un os à un invité. Tu enchaînes toujours les doubles services. Et tu manges toujours de vieux snacks de distributeurs automatiques. Il faut que tu sortes de ce train-train. Petite sœur. Peut-être qu'un jour, je t'obtiendrai un entretien dans mon cabinet. Il a dit ça à moitié en plaisantant, mais il y avait une véritable condescendance, là-dessous. Le même ton qu'il avait utilisé quand il m'avait dit, un jour. Si cette application à toi rapporte un jour le moindre centime, je t'achèterai un truc sympa. Comme un vrai sac à main. Ma poitrine s'est serrée, mais cette fois, au lieu d'avaler la pilule. J'ai laissé ce sentiment m'aiguiser. J'ai jeté un coup d'œil au jambon, à la purée de pommes de terre, et à la bougie vacillante. Au centre de la table. J'ai pensé à toutes les fois où il m'avait ignoré, pour aller vers lui. À toutes les fois où ils avaient transformé mes réussites. En simple note de bas de page de ses accomplissements. Et j'ai décidé que j'en avais fini. Je n'ai pas craché le morceau sous le coup de la colère. Ça aurait été trop facile, pour eux, de rejeter ça sur le dos d'une Chloé trop émotive. J'ai attendu. Je les ai laissés tourner en boucle sur leurs sujets habituels, la promotion de Ryan. Les personnes importantes de son cabinet, et les énormes clients dont il balançait les noms. Même s'il comprenait à peine ce qu'il faisait. J'ajoutais de petits commentaires neutres. Du genre que les infirmières utilisent quand elles évaluent un patient, oh, waouh. Et, c'est génial. Et comment tu te sens par rapport à ça? Tout cela pendant que mon esprit comptait silencieusement les temps, comme un chef d'orchestre. Attendant le moment pour lancer la musique. L'ouverture s'est présentée quand ma mère s'est tournée vers moi. Avec cet intérêt poli que les gens réservent aux banalités. Alors, ma chérie, et toi, a-t-elle demandé, en remplissant le verre de Ryan, avant le mien. Toujours le même hôpital? Toujours le même. Comment on appelle ça, service? J'ai dit, toujours les mêmes urgences, mais beaucoup de choses ont changé cette année. Mon père a hoché vaguement la tête. Eh bien, tant que tu as une situation stable. C'est ce qui compte. Dieu sait que le monde a besoin de bonnes infirmières. Mon frère a renâclé doucement. Ouais, et puis elle a son petit truc d'application. Tu te souviens?
Celui avec lequel elle n'arrête pas d'expérimenter. Il a même mimé les guillemets avec ses doigts. Comment ça avance? Tu demandes toujours à l'univers de manifester $1 million? La table a gloussé. Ça faisait mal, mais ça m'a aussi aidé. Il me servait le moment sur un plateau d'argent. J'ai posé doucement ma fourchette, pour que le bruit ne distrait pas de ce que j'allais dire. En fait, ai-je répondu, en gardant une voix presque ennuyée. Je ne manifeste plus $1 million. Ryan a penché la tête sur le côté. Oh, tu as abandonné ton petit fantasme? Non, ai-je dit, en plongeant mon regard dans le sien. J'ai vendu mon entreprise. Les mots ont atterri comme un verre se brisant sur du carrelage. Le silence n'est pas tombé d'un coup dans la pièce. C'était plutôt comme si les rires mouraient par étapes. Comme si les gens réalisaient simultanément que ce n'était pas une blague. Le sourire de ma mère s'est figé. Mon père a cligné des yeux 2 fois. Ryan a froncé les sourcils, comme s'il avait mal entendu. Tu as quoi, a-t-il dit. J'ai vendu mon entreprise, ai-je répété. PulseLink. La plateforme de coordination des urgences que je construis depuis ces dernières années. Nous avons conclu l'affaire il y a 3 semaines. Ses sourcils froncés se sont transformés en un sourire narquois, soulagé. D'accord. Très bien, Madame la PDG. Et pour combien est parti ton petit business sans valeur? Le mot « sans valeur » avait une histoire. Il me l'avait jeté à la figure, lors d'une dispute, au Thanksgiving précédent. Quand je lui avais dit que je n'avais pas d'argent de côté pour l'aider dans un deuxième investissement qu'il voulait faire. Tu es infirmière, Chloé. Tu gagnes correctement ta vie. Mais tu ne roules pas exactement sur l'or. Cette application est sans valeur. Jusqu'à preuve du contraire. J'avais laissé couler, à l'époque. Pas cette fois. J'ai pris une gorgée d'eau, j'ai gardé les mains stables, et j'ai dit, $170 millions. Ryan a ri beaucoup trop fort. Arrête tes conneries. Elle plaisante, a dit ma mère rapidement. Comme si elle avait besoin de reprendre le contrôle de la situation. Ce n'est pas drôle, Chloé. Parler d'argent, c'est de mauvais goût. Je ne plaisante pas, ai-je répondu. $170 millions. Une entreprise de logiciels de santé, à San Francisco. A racheté PulseLink. Nous avons signé au début du mois. J'ai un rôle de consultante sur plusieurs années. Et des parts dans leur société mère. Après les impôts et le paiement des investisseurs, je suis à l'abri. J'ai regardé les couleurs quitter le visage de ma mère. Comme si quelqu'un l'avait vidé de son sang. La mâchoire de mon père s'est relâchée. Il m'a regardé de la même façon que les patients regardent un moniteur cardiaque. Quand les chiffres ne correspondent pas à ce qu'ils ressentent. Confus, désorienté. Le rire de Ryan s'est étouffé. Tu mens, a-t-il dit. Tu ne peux pas juste. Tu ne vends pas des choses pour autant d'argent. Comme ça. Tu conduis toujours cette voiture pourrie. Tu vis toujours dans cet appartement avec les marches qui grincent. Si tu avais ce genre d'argent, on le saurait. Et pourquoi donc, ai-je demandé, en penchant la tête. Vous ne m'avez jamais posé de questions sur mon travail. Auparavant. Vous m'écoutez à peine quand je parle de mes patients. Alors pour ce qui est de mon entreprise. N'en parlons pas. Vous avez présumé que vous connaissiez toute ma vie. Simplement parce que vous connaissiez l'intitulé de mon poste. Vous connaissez les heures que je fais. Mais vous ne savez pas ce que j'ai construit pendant ces heures-là. Ma mère a agrippé sa serviette de table. Chloé, ma chérie, si c'est une sorte de blague pour gâcher la fête de ton frère. Je n'essaie de rien gâcher du tout, les jeux coupés, ma patience s'amenuisant. Je partage mes nouvelles, lors d'un dîner de famille. C'est bien de ça qu'il s'agit. Non. La famille? Mon père s'est raclé la gorge, essayant de se raccrocher à quelque chose de solide. Si c'est vrai, a-t-il dit lentement. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Pourquoi n'es-tu pas venu nous voir en premier? Celle-là m'a vraiment fait rire. Un son court et amer.
Venir vous voir en premier? Comme quand je vous ai demandé de vous porter garant pour une toute petite ligne de crédit. Et que vous m'avez dit d'être réaliste? Comme quand j'ai essayé d'expliquer ce que faisait PulseLink. Et que vous m'avez dit que vous ne compreniez pas tous ces trucs technologiques? Avant de changer de sujet pour revenir sur la prime trimestrielle de Ryan? La pièce est devenue silencieuse. Les yeux de Ryan faisaient des allers-retours entre mes parents et moi. Et quelque chose qui ressemblait à de la panique a commencé à clignoter dans son regard. Il était habitué à être le personnage principal, ici. Soudain, il ne l'était plus. D'accord, a-t-il dit, en forçant un petit rire. Disons que c'est vrai. Prouve-le. Montre-moi ton compte en banque. Montre-moi quelque chose. Il avait l'air presque frénétique. Normalement, je détesterais l'idée de sortir mon téléphone pour prouver ma valeur avec des chiffres. Mais à ce moment précis, je savais exactement ce que je faisais. J'ai ouvert mon application bancaire sous la table, j'ai sélectionné l'un de mes comptes. Et j'ai posé le téléphone, face visible, entre nous. Je n'ai pas tout montré, juste assez. Assez de zéro pour que mon père retienne son souffle. Et que la main de ma mère vole devant sa bouche. Assez pour que les yeux de Ryan s'écarquillent, puis se plissent. Comme s'il essayait de faire des mathématiques compliquées dans sa tête. Des mathématiques qui se terminaient par une seule conclusion. Il n'était plus l'enfant le plus brillant de la famille. Plus. A marmonné Ryan. Ce coupant n'est uniquement parce que notre mère lui a lancé le regard qu'elle réserve aux gros mots. Et aux taches de sauce. Il a fixé l'écran. Comme s'il pouvait forcer les chiffres à changer par la seule force de sa volonté. Ça n'a aucun sens. Toi. Comment? Ce seul petit mot disait tout. Toi. La fille pour laquelle il n'avait pas besoin de s'inquiéter. L'infirmière qui travaillait de nuit, et portait des chaussures pratiques. Le membre de la famille qui s'asseyait sagement, et applaudissait sur commande. Pendant qu'il portait un toast au moindre mouvement de Ryan. Ce n'est pas si compliqué, ai-je dit. J'ai vu un problème au travail. J'ai construit quelque chose pour le régler. Et des gens occupants. Des postes de pouvoir en ont vu la valeur. Ils ont payé en conséquence. Mais tu n'as jamais rien dit, a murmuré ma mère. Pas un seul mot. Nous sommes tes parents. Nous aurions dû le savoir. Ah bon, ai-je demandé. Parce qu'à chaque fois que j'essayais de parler de PulseLink, vous parliez par-dessus moi. J'essayais d'expliquer, et vous disiez, c'est bien, ma chérie. Puis vous demandiez à Ryan comment s'était passée sa grande réunion. Vous connaissiez chaque détail de son travail. Mais vous êtes incapable de me donner le nom de l'hôpital où je travaille. Sans avoir à réfléchir une seconde. Mon père s'est hérissé. Maintenant, attends un peu. Nous t'avons soutenu. Nous avons toujours été fiers de toi. Je me suis penché en avant, les années de mots ravalés trouvant enfin leur chemin pour sortir. Vous avez soutenu Ryan. Vous avez pioché dans votre retraite. Pour l'aider à acheter son appartement. Vous vous êtes porté garant. Pour sa première voiture. Quand il a foiré cet investissement immanquable, il y a 2 ans. Vous avez appelé ça une expérience d'apprentissage. Quand j'ai demandé une fraction de ce soutien. Vous m'avez dit que j'étais irréfléchi. Le visage de Ryan s'est empourpré. Ce n'est pas juste, a-t-il lâché sèchement. Il savait que j'avais de vraies perspectives. Toi. Tu ne faisais que jouer avec des lignes de code sur ton ordinateur portable. Tu veux parler du code dont tu t'es moqué? Quand je t'ai montré la première version de l'interface? Ai-je demandé. Celui qui ressemblait à un projet d'école, selon toi. Avant que tu ne le prennes en photo pour l'envoyer à tes amis, pour te moquer? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Le souvenir l'a clairement frappé. Notre mère nous a regardés à tour de rôle, secoués. Nous ne savions pas, a-t-elle murmuré. Nous n'avions aucune idée que c'était sérieux. Pourquoi n'as-tu pas insisté? Pourquoi ne nous as-tu pas obligé à t'écouter? Et voilà. On rejetait la faute sur moi.
Un grand classique. Parce que j'étais fatigué, ai-je dit doucement. Fatigué de supplier mes propres parents de me traiter comme autre chose qu'un simple accessoire. De la réussite de Ryan. Fatigué d'expliquer ma vie à des gens qui avaient déjà décidé qui j'étais. La pièce semblait étouffante, et l'air était lourd, malgré la neige à l'extérieur. Mon père a posé sa fourchette, son repas oublié. Et maintenant, a-t-il demandé, d'une voix étrangement petite. Tu es riche. Tu n'as plus besoin de nous. Je n'ai jamais eu besoin de vous pour de l'argent, ai-je dit. J'avais besoin que vous vous souciiez de moi. J'avais besoin que vous me regardiez. Et que vous voyiez autre chose que quelqu'un qui s'en sortirait bien, quoi qu'il arrive. Soudain, Ryan a repoussé sa chaise, les pieds raclant durement sur le sol. Alors quoi? Tu es venu ici pour te la péter, a-t-il exigé de savoir. Pour m'humilier, pour les faire culpabiliser. Tu ne pouvais pas juste nous le dire. Comme une personne normale. Il a fallu que tu fasses ça au dîner qui célébrait ma réussite. Tu veux dire? Le dîner de Noël que mes parents ont rebaptisé en l'honneur de ta promotion? Ai-je rétorqué. Celui qu'ils m'ont présenté comme la grande soirée de ton frère? Si tout cela ne concerne vraiment que la famille. Et non pas le culte de ta personne, pourquoi ma réussite ressemble-t-elle à une attaque pour toi? Il m'a foudroyé du regard, la mâchoire serrée. Tu as toujours joué à la victime, a-t-il dit. Tu n'as jamais demandé plus. Tu n'as jamais dit que tu voulais être sous les feux des projecteurs. Je ne voulais pas être sous les projecteurs.